Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Émotion Éducation, un espace d'information et de soutien autour de la périnatalité, de la parentalité et de l'éducation accessible à tous les parents et les professionnels de l'enfance. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ce qui nous permettra à nous de nous développer et de transmettre au plus grand nombre toutes ces informations, ces connaissances, ces outils et ces techniques pour accompagner le quotidien de nos bébés, de nos enfants avec bienveillance, intuition et sérénité. Je suis Cécile, maman de 3 enfants, accompagnante en périnatalité et en parentalité et formée notamment en neurosciences, allaitement, pédagogie du sommeil et aptonomie périnatale. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 5 étapes clés pour intervenir avec bienveillance lorsqu'un enfant fait, pour utiliser les termes communément utilisés, une crise, une colère, lorsqu'en fait il est en train d'exprimer un surplus de stress. La crise de l'enfant est en fait une forme de langage affectif qui lui permet de manifester une insécurité intérieure causée par un surplus de stress. Dans la société actuelle, en 2022, il existe tout un tas de perturbateurs et de stresseurs qui vont venir perturber nos enfants dans leur quotidien. Lors d'une crise, on va venir observer un enfant agité, qui touche à tout, qui s'oppose, qui mord, qui se roule par terre, qui griffe, qui tape, qui part dans la lune. Toutes ces manifestations sont en fait des manifestations de stress associées à un cerveau qui est pleinement immature, puisque l'enfant va être dominé pendant de nombreuses années par son cerveau reptilien qui gère toutes les fonctions de vie et de survie et son cerveau mammifère, cerveau émotionnel qui héberge notamment les circuits du stress et notamment les amygdales cérébrales qui vont déclencher tous ces mécanismes instinctifs associés au stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière toutes ces manifestations de stress se cache un besoin ou un manque. Et donc il va être important pour l'adulte en face de l'enfant de venir identifier quel est le besoin ou le manque de l'enfant à ce moment-là. Il existe tout un tas de sources de stress, de perturbateurs, de stresseurs chez nos enfants, notamment dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Au-delà des besoins fondamentaux qui peuvent être insatisfaits, du manque de sommeil très fréquent chez les enfants, on a des enfants qui s'ennuient peu, qui sont souvent très surstimulés, toujours en activité, avec des agendas de ministres. Ils ont peu de temps pour se poser, peu de temps pour apprendre à respirer, retrouver le calme. Ils sont très exposés aux écrans, très exposés à des couleurs vives, à des magasins remplis, à du bruit permanent. Ils ont aussi accès à de la nourriture transformée, beaucoup de sucre. Tous ces éléments vont venir accentuer les phénomènes de crise chez nos enfants puisqu'ils sont en fait finalement constamment surstimulés et ça va venir faire augmenter tout le long de la journée la jauge de stress. Donc forcément, il y a certains moments dans la journée, ça va exploser. La marmite émotionnelle de l'enfant va venir déborder et c'est là qu'on va assister à tous ces symptômes de stress qui peuvent arriver au moment du stimulus, au moment du stress, ou qui peuvent arriver comme des bombes à retardement, notamment le soir après une journée d'école. Alors voici les 5 étapes que je vous propose d'utiliser lorsque votre enfant manifeste qu'il est en stress, manifeste que sa marmite émotionnelle est en train d'exploser, manifeste qu'il est en crise. Déjà, l'enfant, ce qu'il faut savoir pendant sa crise, c'est qu'il est complètement coupé de ses sensations. Le cerveau et le corps sont complètement dissociés. Le réseau de survie, poumons, cœur et cerveau archaïque sont alimentés en priorité par le sang et les nutriments et l'oxygène pour que l'enfant puisse survivre. Et donc le cerveau qui va lui permettre de raisonner, de réfléchir et tout le reste du corps sont bien moins alimentés en nutriments et en oxygène. Donc l'enfant est complètement coupé de son corps et de ses sensations. Donc déjà, il va falloir l'accompagner pour qu'il puisse retrouver ses sensations. On va voir juste après qu'il y a différentes solutions, différentes techniques pour pouvoir l'amener à retrouver ses sensations et retrouver le calme. Ensuite, en deuxième étape, on va inviter l'enfant à respirer, souffler et l'amener à se sécuriser en l'enveloppant et en le rassurant. En troisième étape, on va rentrer dans l'espace de discussion. On va aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ses émotions,
Accompagner l'enfant à mettre des mots, ce n'est pas forcément accepter ce qu'il fait, ce qu'il pense, mais au moins lui permettre de s'exprimer. On va donc en 4e étape créer cet espace de parole sécurisant pour l'enfant où il va savoir qu'il peut communiquer, qu'il peut, sans être jugé, partager ce qu'il ressent. À ce moment-là, l'adulte se mettra vraiment à sa hauteur et viendra écouter tout ce que l'enfant a à partager. Et c'est en 5e étape qu'on va ramener l'enfant à son cadre, ses limites et l'inviter à trouver une solution pour réparer, solutionner ce qui s'est passé, s'excuser, trouver la solution pour pouvoir remédier à la crise qui vient de se passer. Alors dans cette première étape, l'enfant va certainement avoir d'abord une étape d'extériorisation. Il va avoir besoin peut-être de crier. Vous pouvez utiliser une boîte à colère, comme ça par exemple. Hop, vous pouvez inviter l'enfant à venir crier très fort dans la boîte à colère. Vous pouvez aussi inviter l'enfant à crier dans un coussin, à sauter sur lui-même, à faire des mouvements brusques. Il a besoin d'extérioriser certainement avant de revenir au calme. On va l'inviter à revenir au calme en retrouvant ses sensations. Encore une fois, l'enfant qui est en crise, qui a une marmite émotionnelle qui est en train de bouillonner, il est complètement coupé de ses sensations, il est incapable de réfléchir. À ce moment-là, il est complètement inutile de lui donner une leçon, d'essayer de lui formuler des explications. Il n'entend pas, il est dans sa bulle de stress, il est complètement coupé de ses sensations. Alors en ce qui concerne le retour au calme, vous allez pouvoir explorer l'ensemble des sens de vos enfants et vous allez d'ailleurs en testant, en expérimentant, peut-être vous rendre compte que votre enfant est plus ou moins sensible, hypersensible à certains sens vont plus l'apaiser que d'autres. Donc ça, c'est à force d'expérience que vous allez pouvoir aussi vous constituer votre boîte à outils et piocher dans votre boîte à outils. Vous pouvez vous faire un petit panier et dedans, vous allez mettre du matériel, plusieurs outils qui pourront vous aider au quotidien. Alors d'abord, en ce qui concerne le toucher, il faut savoir que les récepteurs cutanés ont vraiment le pouvoir de tempérer les amygdales cérébrales et de rediriger le sang dans tout le corps, calmer vraiment et apaiser l'enfant. Et d'ailleurs tout individu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise, même nous adultes, des balles anti-stress quand on est stressé. On a tendance à utiliser des balles anti-stress, gribouiller, faire tourner un crayon dans nos mains. Les enfants qui sucent leur pouce en cas de stress ont tendance à prendre leur pouce parce que vraiment ces récepteurs cutanés sont très puissants et ont vraiment ce pouvoir de calmer et d'apaiser le stress. Donc vous allez pouvoir proposer des balles anti-stress par exemple. Et le meilleur des touchers que vous pouvez proposer, en ce qui concerne le sens du toucher, ça va vraiment être votre toucher à vous, votre toucher affectueux. Vous avez peut-être entendu parler de cette science de l'affectivité, l'aptonomie, qui a vraiment le pouvoir d'instaurer un lien de confiance et de la réassurance par un toucher affectueux qu'on peut utiliser dans tous les champs d'application dans le quotidien. C'est l'aptonomie périnatale qui a bien sûr, dont on a véhiculé le plus d'informations ces dernières années parce qu'elle a vraiment ce pouvoir de créer un lien affectif très précoce avec le bébé et puis de sécuriser, d'apaiser les tensions de la maman et d'améliorer le confort de la maman pendant la grossesse, donc via ce toucher affectueux que notamment le papa va pouvoir utiliser. Mais l'aptonomie, on peut l'utiliser dans le quotidien et on a vraiment tous ce pouvoir, ces facultés innées d'explorer nos facultés psychotactiles en fait, et avec vraiment un toucher affectueux, on va vraiment pouvoir sécuriser, rassurer et apaiser quelqu'un, et notamment notre enfant. Donc quand notre enfant est en crise, on peut utiliser le terme de crise, plutôt que d'avoir ce comportement instinctif de mettre de la distance, d'être dans le recadrage, etc., plutôt aller vers le toucher affectueux, la réassurance. Et déjà, un toucher affectueux va pouvoir venir calmer et apaiser l'enfant. Il ne s'agit pas forcément de le contenir, de le serrer fort pour qu'il s'apaise. C'est vraiment un toucher affectueux au niveau des épaules, des bras, l'envelopper et sans parler de massage ou de toucher insistant, vraiment une caresse sur l'épaule, un toucher sur les bras va vraiment pouvoir avoir des effets extraordinaires sur l'apaisement d'un enfant. Donc déjà le toucher, c'est vraiment un des sens qui va vraiment pouvoir apaiser l'enfant. Ensuite, vous avez la vue. Alors l'idée ne va pas être de détourner l'attention d'un enfant et ne plus parler de la source de la crise, mais effectivement pour un court instant, venir utiliser les sens, ça va vraiment pouvoir
avoir comme objectif de recentrer l'enfant, le reconnecter avec son corps et ses sensations. Et dans les étapes d'après, on va rentrer en dialogue et utiliser les mots. Donc en ce qui concerne le sens de la vue, vous allez pouvoir, en fonction de l'âge de l'enfant, utiliser du matériel. Alors vous pouvez utiliser la nature si vous êtes dehors, regarder les oiseaux qui passent, un avion, quelque chose qui va pouvoir soutenir le regard de l'enfant. Quand vous êtes à la maison, vous allez pouvoir utiliser ces bouteilles sensorielles. Alors ça va marcher plus avec des enfants qui seront plus petits. Un enfant de 5 ans sera peut-être moins réceptif, encore que chaque enfant est différent. Ces bouteilles sensorielles, vous pouvez les acheter, vous pouvez les fabriquer aussi à la maison. Donc vous avez vraiment ce champ visuel que vous pouvez exploiter pour encore une fois que l'enfant se reconnecte avec ses sensations. Donc la vue, c'est un bon outil. Vous pouvez utiliser l'ouïe aussi. Alors vous n'avez pas forcément le temps de mettre une musique qui va plaire à l'enfant, etc. Mais vous pouvez effectivement utiliser un petit triangle. Vous pouvez utiliser un petit xylophone. Si vous avez tout votre matériel dans un panier, dans une boîte à portée de main. Vous pouvez utiliser tout ce matériel qui va vraiment venir stimuler les récepteurs auditifs de l'enfant. Et encore une fois, il va se concentrer sur le son qu'il entend et se reconnecter avec ses sensations. L'odorat, donc vous allez pouvoir, si vous êtes dans le jardin, prendre une fleur, de la lavande, quelque chose qui va sentir bon et concentrer votre enfant sur les odeurs. Si vous avez un plat qui est en train de mijoter, pouvoir l'amener vers la cuisine peut-être pour sentir quelque chose. Vraiment, encore une fois, le but, c'est pas de détourner l'attention et ne plus parler du sujet de la crise, mais c'est vraiment dans un premier temps de reconnecter l'enfant à son corps et à ses sensations. Alors vous avez le goût aussi. Vous pouvez proposer un grand verre d'eau frais à votre enfant. Vous pouvez également lui faire manger des fruits. Alors bien sûr, on ne va pas se ruer sur les gâteaux sucrés, sur le sucre, mais sur une boisson fraîche ou un fruit par exemple. Encore une fois, le but c'est vraiment de le recentrer sur ses sensations, ce qu'il va sentir dans son ventre, dans son corps, etc. Une fois que l'enfant s'est reconnecté avec lui-même, avec son corps, et que progressivement il retourne l'apaisement, on va vraiment être sur du retour au calme. Vous allez pouvoir, en fonction de l'âge de l'enfant, l'inviter à souffler, à respirer. Souvent on a tendance à dire quand un enfant est en crise, mais respire, respire. Alors plus que respirer, vous allez vraiment inviter l'enfant à souffler. Si vous êtes dans un jardin, dans un parc, vous allez pouvoir prendre un pissenlit par exemple, souffler le plus longtemps possible. Si vous avez un appareil pour faire des bulles, vous allez pouvoir l'inciter à faire des bulles ou l'inviter à s'imaginer qu'il est en train de faire des bulles et souffler le plus longtemps possible. On constate qu'en fait, on n'apprend pas forcément à respirer, hein. Les enfants n'apprennent pas à respirer à l'école, etc. Et pour autant, c'est important d'arriver à bien respirer avec la partie thoracique et le ventre. On est vraiment sur une respiration globale qui va apaiser. Vous pouvez dessiner sur un tableau ou sur des feuilles des vagues. Voilà. Et l'enfant va suivre avec l'inspiration et la respiration le bruit des vagues. Voilà, vous avez des outils à mettre en place pour les enfants qui sont plus grands. À partir de 3 ans, l'enfant sera déjà potentiellement réceptif et aura la curiosité d'apprendre ça. D'ailleurs, c'est en dehors des phases de stress et de crise que vous allez pouvoir éduquer votre enfant quotidiennement à bien respirer. Parce que c'est super important dans le quotidien de pouvoir bien respirer. Et donc, après le retour au calme, vous allez vraiment inviter votre enfant à souffler. Et une fois qu'on a bien soufflé, vidé son air, finalement, la respiration naturelle va reprendre son cours. Voilà. Et lui dire « tu es en sécurité, je suis là ». Voilà, vous allez vraiment, plutôt que d'être vraiment dans la confrontation, la fuite parce que votre enfant est en stress, vraiment rechercher plutôt le contact chaleureux, l'aider à retrouver son calme et lui dire « je suis là, tu es en sécurité ». L'enfant en crise est en stress, il est coupé de ses sensations et il va avoir besoin d'un adulte bienveillant pour s'apaiser, se calmer. Et une fois que l'enfant a retrouvé le calme et une fois que l'enfant s'est apaisé, vous allez pouvoir discuter parce qu'effectivement, en général, ce n'est pas l'émotion ou ce qu'il ressent qui va poser problème, c'est plutôt le comportement. Donc effectivement, le comportement instinctif est désagréable pour l'adulte notamment et pour l'enfant aussi, mais pour autant, il a le droit de ressentir toutes les émotions, il a le droit de penser, de sentir effectivement ce qu'il veut et donc vous allez ouvrir là les discussions. Et lui expliquer qu'effectivement, il a le droit de tout ressentir, mais qu'il n'a pas le droit en revanche de taper, de mordre, de griffer, etc. Donc vous allez pouvoir utiliser des outils aussi pour l'aider à exprimer. Vous allez l'aider en tant qu'adulte à mettre des mots sur ce qu'il ressent.
Alors pour ce qui est des émotions, il existe plein d'outils. Vous avez notamment la roue des émotions. Vous allez pouvoir créer avec un morceau de carton une roue des émotions et lui demander s'il ressent en lui de l'orage, de la pluie, du soleil, de la neige, etc. Vous allez pouvoir utiliser donc des outils. Vous allez pouvoir essayer de l'inviter aussi à situer dans son corps où est le nœud, où est la sensation désagréable, est-ce que c'est dans son ventre, est-ce que c'est dans ses bras, dans tout son corps, dans sa tête, etc. Très tôt, déjà éduquer un enfant à mettre des mots sur ses émotions, mettre des mots sur ce qu'il ressent et le situer dans son corps, c'est déjà un cadeau super précieux pour la suite. Et vous-même en tant qu'adulte, ne pas hésiter dans le quotidien quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, quand vous avez peur, à lui dire effectivement là, je suis en colère, j'ai un nœud dans le ventre, etc. C'est vous-même aussi, en parlant de vos émotions, en les nommant, en disant ce que vous ressentez dans votre corps, que vous allez pouvoir aussi inviter votre enfant à prendre cette habitude, etc. Donc là, vous allez vraiment rentrer dans une phase de discussion, vous allez essayer de comprendre et de mettre des mots avec lui sur ce qu'il ressent, d'où vient le souci, parce que l'enfant, il peut être aussi submergé par une émotion, mais il ne sait pas forcément d'où vient la cause. Donc vous allez vraiment rentrer dans cette discussion, essayer de le faire nommer ce qu'il ressent, et sans jugement, écouter ce qu'il a à vous dire. Là, vraiment vous mettre à sa hauteur, à genoux, accroupi, en face de lui, avec un regard bienveillant, vous allez pouvoir écouter ce qu'il a à vous dire. Et c'est très important dans une famille que l'enfant puisse sentir qu'il peut exprimer tout ce qu'il ressent sans être jugé, qu'il a le droit vraiment de ressentir toutes les émotions. Donc là, il va vraiment pouvoir rentrer dans une phase de parole où il va pouvoir dire pourquoi il se sent comme ça, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui ne va pas, et vous allez l'aider à nommer. Potentiellement, un enfant qui est petit va avoir besoin que vous soyez là pour l'aider à nommer ce qu'il ressent. Voilà. Ensuite, vous allez le ramener à un cadre, à des limites, et lui expliquer qu'effectivement, vous comprenez ses émotions, vous comprenez ce qu'il ressent, mais par contre, tel comportement n'est pas acceptable. Voilà, c'est ce genre de vocabulaire qu'on peut vous suggérer d'utiliser, c'est tu as le droit de ressentir cette émotion, par contre, tu n'as pas le droit d'adopter ce comportement. Voilà, je t'aime toujours, de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu ressentes, je t'aime, mais par contre, je n'accepte pas ce comportement. Tu n'as pas le droit de mordre, tu n'as pas le droit de taper. Pour un enfant qui est un petit peu plus grand, vous pouvez aussi utiliser le questionnement. Ça, c'est super efficace parce que vous allez déjà inviter l'enfant à raisonner. Est-ce que tu penses que quand tu tapes ta sœur, tu la respectes? Est-ce que tu penses que quand tu griffes ta petite sœur, elle se sent bien? Et le fait de raisonner, de poser des questions, c'est généralement encore plus puissant qu'une affirmation. Voilà, donc vous pouvez utiliser aussi les questions. En tout cas, le message vraiment principal, c'est de communiquer à votre enfant qu'il a vraiment le droit de ressentir toutes les émotions, l'aider vraiment, l'inviter à nommer ce qui ne va pas. Et par contre, le ramener dans un cadre avec des limites, un cadre qui est clair, qui est défini, et lui indiquer ce qu'il n'a pas le droit de faire. Voilà. Et ensuite, dernière étape, là, on va passer aux solutions. Peut-être l'enfant s'est mis en stress parce qu'il avait cassé un verre et que ça le met très mal à l'aise. Donc là, vous allez lui proposer de réparer, vous allez l'aider. Comment on pourrait faire pour ramasser, pour réparer? Peut-être l'enfant s'est disputé avec un frère, une sœur, un ami parce qu'ils voulaient jouer avec la même chose ou parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc là, vous allez les inviter à trouver une solution ensemble pour que tout le monde soit content, que ça convienne à tout le monde. En général, les enfants regorgent de situations et de solutions une fois qu'ils sont sécurisés. Donc le fait d'avoir pu s'exprimer, généralement, ils vont être très ouverts à trouver des solutions. Ça peut être dessiner quelque chose, dessiner et aller l'offrir à papa, maman, une tante, un ami qui l'aurait blessé, s'excuser éventuellement si ça vient de l'enfant, ne pas forcer à aller s'excuser, mais si ça vient de l'enfant, l'inviter à aller s'excuser. Donc en général, une fois qu'il a pu sortir ce qui n'allait pas et retrouver le calme, là on va passer à la solution, on va réparer, s'excuser, etc. Voilà. Voilà, donc vous avez tout un panel d'outils que vous connaissiez déjà certainement. À vous d'essayer aussi de développer, d'imaginer d'autres outils qui vont convenir à l'enfant. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins de l'enfant, ne pas oublier que derrière une crise, il y a un besoin ou un manque. Donc vous, en tant qu'adulte, votre
responsabilité, c'est d'arriver à envelopper l'enfant pour qu'il retrouve le calme, l'aider à s'exprimer, à sortir ce qui ne va pas, le sécuriser, l'aider à mettre des mots, et c'est après l'aider à réparer, trouver une solution, etc. Vous allez, vous, en tant qu'adulte, développer tout un panel d'outils dans lequel vous pourrez piocher au quotidien en fonction de l'enfant, de ses préférences, de son tempérament, de ce que vous avez sous la main. Si vous avez d'ailleurs des outils, des idées, vous n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir constituer votre petite boîte à outils vous aussi pour accompagner au quotidien votre enfant. Si vous avez des idées, des outils, des techniques que vous utilisez au quotidien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Et je vous dis à bientôt!